donc 2 temps forts encore. Un temps fort sur la présentation des feuilles de route, donc 2 présentations, une pour le logiciel libre, une pour la thématique système d'information. Et puis le deuxième temps fort, qui est finalement le moment peut-être le plus important que tout le monde attend, c'est le moment où on va présenter l'émergence de projets. Et c'est une bonne nouvelle, il y a plus d'une dizaine de projets qui vont vous être présentés. Alors du coup, ça va être très court à chaque fois, mais ça montre qu'il y a un vrai dynamisme, il y a une vraie effervescence. On essaiera de comprendre pourquoi, parce que les séances précédentes, c'était un peu plus... il y en avait moins, donc il se passe quelque chose, tant mieux. Et je voulais juste introduire Roberto Di Cosmo, qui va vous présenter la feuille de route du logiciel libre. Alors, il faut rappeler que Roberto, il était à l'origine du groupe thématique logiciel libre, puisque c'est lui qui a monté le dossier en 2006, donc presque 10 ans. Peut-être qu'on fera notre anniversaire l'an prochain. Et c'est aussi lui qui a réfléchi à cette thématique il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, le logiciel libre, il y avait déjà des enjeux. Et donc je vais donner la parole à Roberto qui va nous mettre un petit peu à jour et sur quels sont peut-être les grands sujets qui nous attendent pour les 10 prochaines années. Je voulais rappeler aussi que Roberto est le directeur de l'IRIL, l'Institut de recherche et d'innovation, c'est ça, en logiciel libre, ou sur le logiciel libre, qui dépend de l'INRIA de Paris 6 et de Paris 7, et qui, tu vas en parler quoi? Non. Et qui est certainement une institution académique unique au monde, un vrai laboratoire de recherche commun à plusieurs entités et qui travaille à 100% sur le logiciel libre. Voilà, si vous avez des questions pour Roberto après la séance, évidemment, n'hésitez pas. Merci beaucoup Stéphane pour l'introduction, mais je tiens quand même à rappeler que j'ai monté le dossier, je ne suis pas tout seul, c'était un des piliers du montage de tout ça, et c'est très bien que tu réponds les pilotages. Donc alors, les groupes thématiques du CELIB, la première réunion on l'avait fait en novembre 2007, avec les premiers projets qui avaient été lancés, donc par exemple des projets Squash, et Enix dont vous avez entendu parler, c'est un des premiers projets qui a été financé par notre groupe thématique. Si on regarde effectivement les résultats des prix qu'on a commencé, à une époque où tout le monde pensait qu'il n'y avait rien à faire dans le monde du logiciel libre, c'était une lubie des révolutionnaires, qu'il n'y avait pas de business, il n'y avait pas de recherche, il n'y avait rien. Le monde a pas mal changé, donc aujourd'hui on se retrouve effectivement avec 52 projets qui ont été financés à l'RD ici, un investissement important, pas mal de projets, des produits qui ont été réalisés et une entreprise de logiciel libre en France qui est extrêmement dynamique et très saine. Donc alors la question est maintenant, de quoi on parle si on parle des projets de recherche et développement? Donc on est en train de parler d'innovation, des recherches, des produits, des développements. Au début, quand on avait commencé, on était très focalisé, je fais le pointeur, c'est pas grave, donc Alors, on était très focalisé sur la partie outils pour le développement du logiciel, donc c'est la partie qualité du logiciel, outils de développement. Et après, le monde a changé et le logiciel libre se retrouve partout, donc c'est étendu, l'ensemble des sujets qui sont traités dans ces groupes thématiques, à plein d'autres domaines, donc ce qui est appelé globalement l'after-PC, les faits que maintenant vous avez du cloud, des tablettes, des téléphones, du logiciel qui est embarqué partout absolument. Et évidemment, vous retrouvez une très grande majorité de logiciels libres qui se retrouvent là-dedans, avec plein de défis et énormément d'opportunités pour développer des projets. Et plus récemment, ça c'est le dernier buzzword à la mode, le big data, donc c'est la couche des peinture sur la statistique qui rend heureux les gens qui font des maths. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, comment traiter les grandes masses de données, ces masses de données, ça peut être nos données personnelles et là on est un peu inquiet, donc on a des choses à dire en tant que résultat du logiciel libre. Ça peut être aussi des grandes masses de code sur lesquelles on peut faire des choses intéressantes, étudier les propriétés, trouver des bugs, propager des bugs, des correctifs pour des bugs. Donc il y a vraiment un boulevard important, et là derrière on peut être pertinent à la fois en tant que développeur des technologies qui est utilisable pour faire du traitement massif de ces types de données, qu'en tant que porteur des méthodologies de travail sur ces masses de données, en se basant sur notre expérience dans les grandes masses de code qui existent depuis longtemps.
Mais bon, bref. Alors, l'année passée, il y a eu 4 projets FOUI et 2 projets FPSN qui ont été financés. C'est peut-être la peine de vous montrer qu'on couvre bien ces 3 axes, hein, donc la partie RTPC, cloud, mobilité, etc., le big data et la qualité logicielle. Donc, sous la partie qualité du code, sécurité, vous avez tout un tas de projets qui existent. Donc, Secure OCaml, c'est pour utiliser OCaml qui est un langage de programmation fonctionnel né ici en France il y a 20 ans et quelques semaines très exactement. Il fête ses 20 ans comme langage cette année-là. Et donc, comment le transformer dans un environnement qui soit vraiment sûr pour faire des applications de sécurité plutôt que de passer votre temps à chasser des bugs dans du code écrit en C ou en C++ ou en, désolé, aussi en Python, voilà, en PHP. Donc après, ça c'est pour la partie sécurité. Pour la partie Big Data, il y a un gros projet Big Data qui s'appelle OneLink qui a été financé. Pour la partie After PC, vous trouvez pas mal des projets qui sont liés au cloud. Donc là, des hardware, c'est des ressources en nuage, des UCF, c'est pour les applications de gestion des contenus toujours dans les nuages. Et après, pour la partie sécurité publique qui reste notre pilier fort, vous avez les systèmes de pilotage certifiés pour les drones des loisirs et des protocoles industriels certifiés. Alors, plus en amont, évidemment là c'est des projets ANR, donc ça c'est la partie recherche qui nous intéresse un peu plus. Donc, on ne s'attend moins à avoir un résultat industriel de tout ça, plutôt ouvrir des portes qui vont permettre plus tard d'intégrer des projets industriels avec des applications réelles. Et donc là aussi, si vous regardez, il y a énormément de travail sur toute la partie qui est améliorer la qualité du code. Améliorer la qualité du code, vous avez suivi ce qui s'est passé avec Volkswagen il y a quelques jours. Hein, voilà. Laisse-moi terminer avant d'intervenir. Voilà. Et la question est, évidemment, tout le monde est choqué, tout le monde est scandalisé. On le sait depuis longtemps qu'on fait ces trucs-là dans l'industrie. J'ai des collègues qui travaillent pour une entreprise que je ne vais pas dévoiler, qui ont reçu une demande d'une autre entreprise française qui ne vais pas dévoiler non plus, il y a quelques années, pour faire exactement la même chose, et qui ont dit non. Heureusement, il y a des gens qui ont un peu d'éthique dans ces mondes-là. Donc, je veux dire, la question de vérifier les spécifications, être sûr de ce que le système fait, c'est quelque chose d'essentiel. Et petit à petit, on se rend compte qu'on ne peut pas faire ça sans avoir accès au code source. Donc, il est vraiment important de faire en sorte que les codes sources des logiciels qui sont embarqués soient du code libre. Et donc là, nous devons très très pertinent, parce qu'à partir du moment où les codes deviennent libres, nous avons la possibilité de fournir des outils, des méthodologies, des techniques qui permettent d'auditer, de vérifier, de tester. Alors c'est un travail qui est infini et on n'arrivera jamais dans un temps raisonnable à vérifier tous les codes de la planète, mais on peut commencer. Et donc là-dedans, vous avez énormément des travail, des recherches qui est financé par l'ANR, entièrement labellisé par notre groupe thématique, qui vise effectivement à soit écrire du code vérifié, soit à développer des méthodes avancées pour certifier et vérifier du code ailleurs, soit même, pour ce projet-là est intéressant, examiner, vérifier la correction des scripts d'installation que vous les trouvez dans tous les paquets qui sont dans la distribution Linux. Donc ça a l'air de rien, mais là vous pouvez parfaitement vérifier votre code. Après vous avez un script bash de 150 lignes, un script terme de 1500 lignes qui fait l'installation dans votre machine, donc on sait strictement rien. Qu'est-ce qu'il peut bien faire, et en plus il est exécuté comme route, donc vous voyez les dangers derrière. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on a une base technologique très très forte, et alors cette base technologique après irrigue normalement, ou devrait irriguer toute l'activité du code systématique. C'est pas seulement notre partie automatique logiciel libre, mais en réalité les autres domaines plus applicatifs. Alors, on a envie d'irriguer dans les autres thématiques, c'est un travail qu'on s'était fixé depuis le départ dans ces deux thématiques, mais après, bon, on a les ressources et les forces qu'on a, donc on n'arrive pas à être présent dans tous les autres thématiques autant qu'on le voudrait, mais on cherche les volontaires, c'est quelqu'un de vous donner un coup de main, on est très intéressé à en discuter. C'est autant sur la partie technologique, donc effectivement, Internet of Things, cloud, mobilité, big data, qualité, etc. Ça arrive partout, c'est pas juste dans notre thématique, vous le retrouvez dans les systèmes embarqués, dans les télécoms, dans la sécurité, etc. Mais c'est aussi un autre aspect qui me paraît important, donc là c'est peut-être un peu moins science pure, mais qui est vraiment essentiel, la méthodologie, comment on développe du code dans un environnement plutôt logiciel libre, quelles sont les pratiques
comment on travaille de façon collaborative, les méthodes ouvertes, les méthodes agiles, aussi des modèles économiques innovants. D'ailleurs, l'exemple qu'a montré Thierry des co-écritures d'un projet européen, je pense que c'est une première. Je n'ai pas connaissance d'autres choses qui ont été faites vraiment comme ça. On peut parler d'un ou deux autres. Voilà, mais c'est vraiment, donc c'est un nouveau bravo pour ces travaux-là. Donc c'est une nouvelle méthode de fonctionner et de travailler qui apporte quelque chose de nouveau et qui est pertinent, et qui est vraiment pertinent dans les autres domaines. Non, je ne vais pas repasser sur tous ces données-là qu'on a déjà dit. Vous avez vu la question du livret bleu sur la qualité logicielle, vous pouvez le retrouver, il y a aussi le modèle économique ailleurs. Mais par contre, je voulais profiter de cette occasion pour vous parler brièvement de comment, par exemple, on peut avoir des connexions avec d'autres groupes thématiques. Donc, par exemple, il y en a un là, qui est dédié à une action qui est dédiée à ce qu'on appelle la ville numérique. Là-dedans, on peut être pertinent comme un groupe thématique logiciel sous plusieurs points de vue. Donc, vous voyez, d'un côté, la ville est une sorte d'entité publique, donc c'est évidemment les collectivités locales qui ont des données qui nous concernent. Donc là, c'est une entité publique en tant que telle. Et là, une série d'obligations qui n'ont pas forcément les entreprises en général. Donc, ils ont des données qui doivent être archivées à long terme, ils ont des données qui nous concernent, qui doivent être traitées de façon confidentielle, et on devoir de transparence vis-à-vis des citoyens. Donc, pour répondre à ces impératifs, il est vraiment nécessaire de s'appuyer sur des logiciels libres. Ça ne suffit pas, évidemment, mais c'est nécessaire de s'appuyer sur des logiciels libres, qu'on puisse éditer indépendamment. Mais il y a aussi un deuxième aspect, donc c'est la partie technique, la partie plutôt méthodologique, c'est le mandat. La ville est un espace collaboratif. Alors, on a vu pas mal de projets qui visent à faire en sorte d'améliorer la vie des gens dans les villes, dans les smart cities, etc. Mais la plupart de ces projets qu'on a vu passer, ils sont tous des projets du style top-down. Donc, il y a quelqu'un qui a une idée, donc en construction des gros industriels dans un coin, qui décide comment on va vivre dans notre ville dément, comment on va stocker nos données, comment on va les manipuler, comment on va les traiter. Et l'utilisateur, c'est-à-dire l'habitant, les citoyens de la ville, il n'est absolument pas présent dans les panoramas. C'est une sorte d'objet donné sur lesquels on va travailler, mais il n'est jamais là. Alors ça, vraiment, c'est une approche très ancienne qui ne marche plus, même dans le développement logiciel. Ça serait bien de copier ce qu'on sait faire dans le logiciel aussi dans les fonctionnements des smart cities, etc. Mettre les utilisateurs, les citoyens, les autres acteurs, au cœur de ces travaux de construction. Et donc, par exemple, aussi pour la partie production de données publiques. Là, j'avais un exemple très court, mais je vais le faire très rapidement. Juste pour vous donner qu'est-ce que j'ai en tête et en quoi je pense que c'est important de pouvoir travailler en exportant notre philosophie vers d'autres mondes. Dans la ville de Portland, il y a pas mal d'années, l'entreprise qui gère les transports publics s'appelle Trinet, avait décidé, et c'est une première, de mettre à disposition de façon complètement ouverte et en temps réel l'ensemble des données pour les réseaux des transports qu'ils géraient. Donc il y a un portail, vous pouvez aller voir, Trinet, il y a un portail avec une API complètement ouverte, vous avez toutes les informations sur tous les bus, tous les métros, tous les transports qui existent dans la ville, en temps réel, une simple API pour faire de la programmation des parcours simplifiés. Et ils n'ont fait rien d'autre. Ils ont laissé la porte ouverte pour toutes les bonnes volontés des personnes intéressées qui étaient dans la ville de Portland. Aujourd'hui, il y a plus de 60 applications disponibles sur les smartphones, celles pour les gens qui font de la bicyclette, celles pour les malvoyants, celles pour les personnes qui ont des difficultés de transport, celles pour les personnes qui veulent faire telle ou telle autre activité, pour les gens qui veulent faire du courage, toutes construites sur cette API ouverte. On n'a pas essayé d'imposer d'un eau les usages, on a ouvert l'infrastructure nécessaire pour qu'on puisse se construire derrière. Comparé avec l'approche STIF RATP parisienne, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on avait accès aux mêmes informations? Alors la seule chose que vous pouvez récupérer encore aujourd'hui, sauf sur l'écran, c'est un fichier PDF avec les horaires des passages de tous les RER, qui n'a rien à voir avec la réalité de tous les jours. Donc c'est cette philosophie-là, ouverture et co-construction du développement collaboratif, que je pense est vraiment important d'arriver à exporter au-delà des aspects technologiques qui pour moi sont très importants. Désolé, je termine la parenthèse philosophique, je trouve ça important. Là, en particulier, là, avec les groupes de travail sur la ville numérique, on a déjà discuté un peu de ces sujets. Et il y aura un membre du GTLL qui participe au comité de pilotage ville numérique en essayant de faire un peu un pont pour transférer ce type de culture. Il faut être ouvert, mais ce n'est pas seulement avec eux qu'on va collaborer.
Évidemment, on a aussi des points de contact avec les télécoms. Aujourd'hui, l'ensemble de la télécom est complètement défini de façon logicielle. Si vous regardez, software defined everything, comme on dit aujourd'hui. Les réseaux sont définis par logiciel, l'infrastructure est définie par logiciel, tout ce que vous faites est défini par ce logiciel. Et là-dedans, l'essentiel des outils que vous utilisez dans vos box, dans vos téléphones, dans vos PBX, normalement, il n'y a que le logiciel libre aujourd'hui qui est utilisé. Donc là-dedans, on est pertinent aussi, et on a besoin de collaborer avec eux. Voilà. Et ensuite, pour terminer, donc j'essaie de gagner un peu de temps, sur une pause un peu plus longue. Je vous rappelle que l'année passée, on a commencé une initiative que je pense vraiment prometteuse. On s'est organisé cette Open Source Innovation Spring. Qu'est-ce que c'est exactement? Essentiellement, c'est essayer de réunir une série d'événements qu'on ferait par ailleurs, ou peut-être pas, qui existent ici sur Paris, dans lesquels on essaye de mettre vraiment en contact des intérêts industriels, mais aussi des aspects de recherche académique, pas forcément limiter seulement à l'un ou à l'autre, on cherche aussi à faire du point, et leur donner un chapeau unique pour aller dans la direction que disait Stéphane, c'est-à-dire pour essayer d'être un peu meilleur communicateur. On fait tellement de bonnes choses, il faudrait qu'on les sache aussi. Donc pour les faire savoir, on façon d'avoir cette sorte d'événements chapeau qui est le Source Innovation Spring, qui couvre une série d'autres éléments qu'on va essayer de grouper dans les calendriers, de façon que les gens puissent voir qu'il y a vraiment une masse critique des compétences et d'acteurs sous la région je ne vais pas dire que ça fait pas lire la Silicon Valley, ça serait un peu exagéré, mais je veux dire, au moins sous la partie de GCL, je pense qu'on est largement en condition d'être parmi les premiers au monde. Donc autant de faire savoir. Donc je vous encourage après à contacter Muriel si vous avez envie de participer à un événement comme celui-là cette année, en 2016. Donc au moins les logos qui est pas mal, on l'a déjà, on a déjà l'expérience d'une première organisation. N'hésitez pas à profiter de cette sorte de coup de projecteur pour mettre en valeur le travail que vous avez fait. Voilà, donc avec ça, je pense que je vais m'arrêter ici. Je vous rappelle juste que, évidemment, les thématiques logiciels libres, il a pas mal changé depuis qu'on a commencé. C'est toujours ouvert, on attend toujours des gens, on est toujours disposé à vous donner la bienvenue. Et on a joué pendant les 7 années depuis notre création un travail très important de ce qu'on appelle des technology gatekeepers, c'est-à-dire c'est les gens qui mettent en relation les personnes qui cherchent la technologie ou les compétences avec des gens qui ont la technologie et les compétences. C'est notre rôle premier, c'était assuré par des volontaires, des bénévoles. Donc il y a dans cette salle pas mal de personnes qui ont été ou qui sont encore aujourd'hui au comité de pilotage du télévision de GCL. C'est un travail énorme, donc on se réunit pratiquement tous les mois. Mais ce n'est pas seulement la réunion, on accompagne les projets, on essaie de les évaluer. Je rappelle qu'on n'est pas payé. C'est sur notre temps libre, on le fait juste parce qu'on y croit. Et je suis particulièrement fier, si vous regardez dans notre boutique de livre, on a vraiment un bon équilibre entre industriel et académique, entre jeunes et anciennes, entre hommes et femmes. Il y a plein de femmes qui participent, qui donnent un autre point de vue sur tout ça. N'hésitez pas à venir nous voir pour discuter sur la possibilité de participer à cet équipe de travail si vous avez envie de vous investir. Okay? Bon, voilà, donc je m'arrête ici et je vous remercie beaucoup.